Score, qui travaille avec, pour l'INC depuis toujours, qui avait conduit depuis longtemps, pardon, avant le travailler chez Que Choisir, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Donc ça veut dire qu'elle travaille à tous les râteliers, mais toujours dans le même sens pour défendre les consommateurs. Et donc là, elle nous a suivis beaucoup dans tous les travaux AFNOR et elle est stricte sur ce qu'elle dit, donc elle n'est pas d'accord avec tout, mais elle le dit et elle argumente ses données de façon tout à fait positive. Alors je vais essayer de vous convaincre. Je vais essayer de le faire même plus fort que mon prédécesseur. Je ne vais pas passer ma présentation PowerPoint. Comme l'a dit Bertrand Dozenberg, je suis consultante, donc du PowerPoint, j'en mange toute la journée. Je me suis beaucoup ennuyée à faire la mienne, donc vous pourrez la retrouver après, je pense, avec les actes de la journée. Mais je vais faire sans, comme la ligue d'improvisation. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, on donne 3 mots, il y a quelques secondes de réflexion et puis on brode. Alors ça ne sera pas brodé dans mon cas, c'est quand même réfléchi. Donc les 3 mots, c'était cigarette électronique, consommateur et information. Donc je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut réfléchir autour de cette question. Alors petite précision, je ne travaille pas pour l'Institut national de la consommation, je le représente. Je suis consultante auprès de cet institut. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui dépend du ministère de l'économie et qui est spécialisé dans les études de produits et services de consommation. Donc à ce titre, il a fait une étude en 2013 sur la cigarette électronique, étude qui a été beaucoup décriée, en tout cas dont l'article, dont la publication et les reprises médiatiques qui ont suivi ont été beaucoup décriées, mais qui a donné lieu, et c'est intéressant, à la mise en place d'une commission de normalisation sur la cigarette électronique avec déjà 2 textes de normes qui sont publiés et une qui va sortir en juillet cette année, qui va donc clôturer les travaux français avec maintenant des travaux en Europe. Donc si on reprend ces 3 mots, bon, déjà l'information des consommateurs, c'est quelque chose qui est très important. On le sait, historiquement, sans information ou sans une information correcte, les consommateurs ne peuvent pas utiliser le produit sans risque d'accident ou sans risque pour sa santé quand il s'agit d'un produit avec des interactions possibles. Là, on a même affaire à un produit pour lequel, je tiens à le préciser, j'estime qu'il y a des bénéfices. Mais si on n'a pas l'information correcte, il est possible qu'on ne va pas pouvoir bénéficier des bienfaits du produit. Donc si on ne sait pas l'utiliser correctement, on ne va pas, par exemple, avoir la bonne dose de nicotine, ou bien tout à l'heure, on a vu une personne qui a raconté qu'elle avait eu des fuites avec son produit et que donc elle a arrêté l'usage de la cigarette électronique, elle est retournée vers le tabac. Donc l'information est cruciale pour une bonne utilisation des produits et pour bénéficier des atouts du produit. Ça, c'est quelque chose qui est commun à finalement tous les produits de consommation. On a en France, vous le savez peut-être, un code de la consommation qui regroupe tous les textes juridiques sur les produits qui n'ont pas de réglementation sectorielle. Je m'explique, sur les cosmétiques, vous avez un règlement européen, donc on n'a pas de disposition générale qui va s'appliquer, mais pour la cigarette électronique, avant qu'on ait la directive européenne, on avait ce code de la consommation avec 2 parties, dans la partie législative, 2 grands chapitres, c'est l'obligation générale d'information et l'obligation générale de sécurité. Donc vous aviez déjà, avant même qu'on commence à travailler sur la cigarette électronique en commission de normalisation ou au niveau des agences de l'État, de toute façon des obligations d'information. Et ces informations sont des choses qui sont communes à l'ensemble des produits et qui finalement sont utiles pour utiliser le produit. Donc je ne sais pas si on montre quelques slides. Des informations qu'on trouve aujourd'hui sur les produits qu'on trouvait aussi à 3-4 ans. Le seul problème qui reste depuis donc 5 ans que la cigarette électronique a pris son envol, c'est qu'on a, je dirais, trop d'informations. Trop d'informations tue l'information et il y en a partout. Donc quand vous allez en boutique, vous avez des affiches, des leaflets, le vendeur, souvent très bavard. Sur les sites de vente en ligne, vous avez aussi énormément d'informations. C'est dans le désordre. Vous avez des éléments marketing qui sont très présents. En général, c'est plutôt bien fait. Vous avez des informations techniques, mais on n'a aucune harmonisation. Donc, si je change de marque de e-liquide, je ne vais absolument pas m'y retrouver, c'est impossible. Dans certains cas, vous avez même des informations qui sont
je dirais presque contre-productive. Certains laboratoires fabricants de e-liquide postent sur leur site internet des résultats d'essais avec des courbes de chromatographie, avec des explications qui ne sont pas forcément très claires. Et donc, j'ai l'impression qu'on est plus dans la confusion que dans de la véritable information pédagogique. Alors, si on regarde les travaux qui ont été faits en normalisation, on a deux parties. Donc, une partie de la norme, donc c'est la NFXD 90300, une partie qui porte sur les e-liquides, où vous avez une liste d'informations qui sont imposées. Ces informations-là, on les trouve sur tous les produits, sur tous les sites Internet, je dirais, mais jamais de façon harmonisée. Donc il faut voir pour un consommateur que la lecture de ces documents-là va être très difficile. Alors tout à l'heure, Bertrand Dotzenberg avait affiché une slide où on voyait une reproduction d'étiquettes. Finalement, dans ce fouillis, dans cette grande confusion d'informations que j'ai pu trouver sur les sites commerciaux, il y a une chose qui m'a plu, qui m'a paru très claire, c'est la reproduction d'une étiquette d'un flacon de e-liquide, je crois que c'est Alpha Liquide qui fait ça, bravo, où finalement, on a la possibilité, après avoir pris connaissance des informations descriptives du produit, d'avoir accès à l'étiquette. Et finalement, c'est simple, mais c'est efficace. Le reste des sites qui mettent plein de détails, finalement, vont noyer leurs consommateurs. Et on a un risque que cette information ne soit pas lue. Donc moi, ma recommandation, ça serait d'arriver à une certaine harmonisation des informations, à une économie aussi d'informations, à créer différents niveaux de lecture, de façon à ce qu'on ait quelque chose de propre, qui soit lisible, et que pour les personnes qui veulent en savoir plus, on puisse avoir un deuxième niveau pour aller chercher des informations plus poussées, comme par exemple ces fameuses analyses. Donc ça, c'est le premier aspect donc, de l'information qui va être, avec lequel le consommateur va être en contact de façon, on va dire, passive. Il y a une autre particularité sur ces produits-là, e-cigarettes et e-liquide, c'est l'organisation en communauté. Moi, comme l'a dit Bertrand, je travaille dans la consommation depuis de nombreuses années. Depuis 1989, j'étais directrice des tests à Que Choisir et je n'ai jamais vu en consommation une communauté d'utilisateurs prendre la défense de son produit. C'est vraiment la première fois. Et c'est une grande force. Et on a énormément d'informations qui passent par cette communauté, par les associations d'usagers, par les forums d'utilisateurs et les forums de discussion. Là aussi, il y a peut-être des choses qui sont à revoir, puisque quand on consulte ces forums, on voit des choses plus ou moins intelligentes qui sont conseillées. Hein. Donc, c'est-à-dire l'introduction de substances à effet psychotrope dans les e-liquides pour obtenir tel ou tel effet, tout ce qui est un petit peu bidouillage. C'est vrai que c'est très présent, mais globalement, on a une communauté qui se prend en charge. Oui, il y a des gens qui sont... ce n'est pas forcément l'organisateur du forum qui va écrire ça, et ce n'est pas forcément modéré. Je l'ai déjà vu. Alors, ça n'arrive jamais. Bon, moi, je l'ai vu. Oh. Ce n'est pas une généralité, donc je reprends. Ces communautés se prennent en charge via leur forum, et ça, c'est un élément très positif, parce que vous avez en fait la possibilité, sur un marché qui est quand même très récent, la possibilité d'avoir une éducation aux produits qui va se faire pas uniquement via la lecture de sites internet ou la lecture d'étiquettes. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et qu'il faudrait chercher à valoriser au mieux. Parce qu'on l'a vu ce matin, on a encore un certain segment de la population, de fumeurs en particulier, qui pensent que le risque à l'utilisation de la cigarette électronique est au moins équivalent à celui du tabagisme. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui va pouvoir se traiter peut-être plus facilement sur les forums. Moi, j'ai vu aussi beaucoup sur les forums ces questions-là posées, où on voit des consommateurs, des fumeurs, qui se confient sur leurs craintes vis-à-vis de la cigarette électronique. Ils en ont peur parce que c'est nouveau. Ils ont intériorisé le risque que représente le tabac, mais la cigarette électronique... Je peux finir ma phrase ? Non, laissez-la parler, là. Certains fumeurs ont intériorisé déjà le risque. Lorsque vous fumez, vous intériorisez ce risque et vous pouvez percevoir le risque de la cigarette électronique comme étant
externe. Donc vous allez faire un arbitrage qui n'est pas rationnel, puisque on a vu, les risques sont relativement disproportionnés. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être pris en charge un petit peu mieux encore par ces forums, par cette communauté, puisque la confiance est plus importante aujourd'hui vis-à-vis des pairs. C'est-à-dire lorsqu'un pair vous conseille, c'est une réalité même pour le corps médical, vous allez avoir tendance à lui accorder plus de confiance qu'à votre médecin. Ou en tout cas un niveau de confiance différent. Donc je pense qu'il faut exploiter aussi cette particularité de la communauté des vapoteurs, qui est vraiment quelque chose de nouveau, d'autant que nous avons des outils aujourd'hui technologiques qui permettent de gérer les discussions. Donc voilà les réflexions que j'ai. Donc en piste d'amélioration, effectivement, de façon très pragmatique, il faudrait que ce soit plus lisible. Tout ce qui est produit aujourd'hui, c'est vraiment, il y a un foisonnement d'informations qui rend les choses très dures. Et puis aussi, on a la particularité que la profession est déjà organisée, qu'elle a une fédération, et là de chercher à aller plus vite encore vers la standardisation des informations. Donc merci infiniment de cette intervention. Donc moi j'ai bien entendu ce qu'elle a dit. Je vois pas pourquoi les gens hurlent dans la salle, mais je comprends pas tout à mon âge, hein, je peux pas tout savoir. Mais sur le fond, c'est à partir du moment où tout le monde parle dans tous les sens, il y en a toujours 1% qui dit des conneries. Mais s'il y en a 99% qui disent des choses intelligentes, c'est une bonne chose. Et en termes de tabagisme, et ça c'est... Enfin, il faut prendre les forums que vous avez aussi pour défendre la publicité, entre guillemets, ou l'information. Il y a un certain nombre de ces forums qui peuvent vivre parce qu'il y a derrière une possibilité financière de les faire vivre. Il y en a comme l'AIDUC qui sont tellement gratuits, mais d'autres qui ont besoin d'un peu d'argent. Et je pense que ces forums participent à l'amélioration de la santé publique. Et dans des décisions pragmatiques, il ne faut pas de pub, il faut rester intelligent. Et pour répondre à Roger Salomon, on navigue comme en bateau. C'est-à-dire que là, on tire des bords. Vu ce qui se passe et tout ça, on peut aller dans ce bord-là, c'est le meilleur bord. Puis peut-être que dans 2 ans, il faudra changer, etc. C'est-à-dire que si la pub devient comme les pubs qu'on voit à la télé pour les cigarettes des cigarettiers, il faut mettre des claques et puis interdire. Mais c'est ou celle que Gérard nous a montrée tout à l'heure, qui était tout à fait admirable, qui était aux Américains. Donc faut être pragmatique et faire que les choses aillent de mieux en mieux. Mais on n'est pas noir et blanc, on est gris de plus en plus clair. C'est une bonne chose. Une question, et puis on va passer la parole à Rémi Rémi Parola, pardon, et Jean Moirot. Et après, on fera une petite pause, mais très courte. Mais il paraît que les vessies ont besoin d'une pause. Si la pause est courte, la file d'attente... Ah, je croyais que quand la fac qui donnait qu'il ne fallait pas vapoter allait s'exprimer, mais non. Allez. Oui, bonjour Xavier, propriétaire de quelques magasins. Vous parlez des forums et de la communauté de la vape. Je passe ma vie sur Internet. Le souci, je le vois avec l'EDUS, 3000 membres, 2 millions de vapoteurs. Je ne pense pas que la solution, ça soit les forums. Je pense que la solution, c'est vraiment les vapoteurs, mais à l'extérieur. Je suis en train de distribuer un petit magasin que pas mal de gens connaissent, Vapiou, un petit magazine. Vapiou, je trouve l'idée extraordinaire parce que les gens qui passent à la cigarette électronique sont des fumeurs et beaucoup ne traînent pas sur Facebook ou sur Internet pour aller chercher les informations de la vape. Quand on regarde le plus gros forum, vous avez quoi, 12 000 membres, peut-être 15 000, 20 000. On est 2 millions de vapoteurs. Donc je pense que la vraie information passe par les magasins, par les professionnels. Mais c'est pas, et par vous les médias, c'est surtout pour ça que je venais. Par vous les médias, je pense que vous avez vraiment quelque chose à faire pour relayer la bonne information et dire les vraies vérités. Alors je précise que je ne suis pas de l'espèce communicante, hein. Je suis ingénieur. Donc je ne maîtrise pas les rédigés d'articles, les titres, etc. Je pense que les fabricants et les distributeurs d'e-liquide ont leur carte à jouer à convaincre la presse de relayer des informations autant positives que négatives sur la cigarette électronique et les e-liquides, parce qu'aujourd'hui, on a une presse qui a tendance à écrire à charge pour faire des coups,
Donc ça, c'est aussi une réalité du marché et c'est à vous tous de lutter contre ça, mais de façon, diplomatique. Une petite question concernant les vendeurs. En tant que vapoteur et en tant que proche de pas mal de vendeurs, je constate que beaucoup de magasins n'ont pas de formation, racontent un peu n'importe quoi aux vapoteurs. Et le problème, je voudrais savoir s'il est prévu une formation obligatoire. Je dis bien obligatoire, parce qu'actuellement la FIVAP propose une formation qui peut être suivie par n'importe quel vendeur, mais elle n'est pas obligatoire. Si je peux me permettre de répondre à la question, Jean Moiroux, le président de la FIVAP, donc l'association qui représente les professionnels de la cigarette électronique. Ça marche? On m'entend? Concernant la qualité des conseils dans les points de vente, la cigarette électronique est un sujet évidemment très technique, puisqu'il faut passer à minima une demi-heure pour apprendre à quelqu'un les bases pour le fonctionnement de son appareil. Les mauvais vendeurs, par la force des choses, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que les réalités économiques font que les meilleurs restent. Et aujourd'hui, on a constaté, il y a à peu près un an, un écho médiatique sur la baisse de certaines boutiques, qu'il y avait moins de boutiques. Ce sont principalement les personnes qui étaient les moins compétentes qui ont fermé leurs points de vente. Aujourd'hui, ceux qui restent, et les boutiques notamment les plus anciennes, sont tenus par des commerçants, des professionnels qui sont des experts. Et qui sont des experts parce qu'il y a une dimension qui est très importante à prendre en considération, c'est que la quasi-totalité des professionnels de la cigarette électronique, qu'ils soient commerçants ou fabricants d'e-liquide, sont d'anciens fumeurs qui ont été convaincus par le produit et qui en ont déduit une passion suffisante pour se lancer professionnellement dans l'activité. Et cette passion fait qu'on ne laisse absolument rien de côté et que vendre une cigarette électronique, c'est aussi aider quelqu'un à arrêter de fumer. Et en soi, c'est une victoire. Ça demande beaucoup de psychologie, avec des éléments de langage qui sont bien précis. Ça demande de prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur le coin d'une table en 5 minutes. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une qualité dans la vente de cigarettes électroniques qui est très bien répartie. Ensuite, sur la dimension de la formation, la FIVAP a été à l'origine d'une démarche de normalisation sur les services de la vape, donc sur les points de vente, qui correspond un petit peu à ce qu'on a pu voir pour les opticiens ou les instituts de beauté, où il y a un cahier des charges techniques, une formation qui est obligatoire et qui donnera lieu à une certification de son point de vente. Aujourd'hui, tout comme les 2 normes qui ont été faites sur le e-liquide ou le matériel, c'est un agrément qui sera d'application libre, c'est-à-dire qu'on pourra choisir ou pas de le faire, mais qui va certainement lancer une dynamique qui sera très positive pour la profession.